Cloud Computing 2. Nous avons vu avec Louis Nogès le technique et l'économique. Et pour l'avocat que je suis, il est quand même important qu'on raisonne ensemble sur Cloud Computing et droit. Est-ce que ça a un sens de parler de droit spécifique au Cloud Computing? A priori, et je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu la première présentation, Louis Nogès déclare « c'est une révolution pour 10 ans ». Ce n'est pas un concept marketing, c'est une véritable technologie nouvelle. On sera tous dans le brouillard. Alors, sur le plan juridique, qu'est-ce que cela veut dire? De grandes interrogations sur la vie privée, sur la propriété de l'information, sur la réversibilité, la responsabilité de manière générale. Si l'ensemble des prestations et des données se trouvent dans le brouillard, comment sur le plan juridique les retrouver et surtout les contrôler? Louis Nogès, peut-être un tout petit mot sur le droit et le cloud computing avant ensuite de détailler les différentes parties d'un contrat. Donc, moi, d'abord, je ne suis absolument pas avocat, donc tu es le spécialiste dans ce domaine, et je pense que la dimension juridique du cloud doit être prise en compte dès le début. Lorsque nous avons signé, je pense, le premier grand client qui a migré sur Google Apps en 2007-2008, c'était Valeo en France, premier client mondial en France, quand même, Cocorico, bien. Eh bien, la démonstration technique a été faite en quelques mois, il a fallu plus de temps pour affiner les contrats juridiques avec le fournisseur Google. Donc ça a été un travail de plusieurs mois. Oui, enfin, moi, je voudrais donner un témoignage. Tout petit, grâce à toi, je suis passé dans le cloud. Avec ton assistance, j'ai rien négocié. Hein. J'ai eu un contrat unique, une facture à payer. Entre nous, je n'ai rien demandé puisque, et on le voit bien, c'est une des offres pour les PME, l'ensemble des fonctionnalités qui étaient servies étaient bien servies et saturaient la capacité de mes besoins exprimés. Alors je crois que c'est un vrai sujet parce que il y a des choses qui marchent. On revient sur cette dimension industrielle. Quand on signe un contrat avec un Google, un Salesforce, il y a un SLA standard. Il y a des contrats dans différents pays maintenant. Il y a différentes règles. On peut s'adapter à différents pays. Donc, c'est pas trop mauvais et ça marche. Regardons l'architecture contractuelle. Regardons l'architecture contractuelle. Par exemple, si on prend effectivement Amazon, on peut prendre Oracle, et on voit bien que c'est quand même une structure complexe. On trouve en général des conditions générales de service, ensuite des conditions particulières pour chacun des services, ou chacun bouquet de services, une sorte de catalogue par grand thème. Ensuite, on trouve des SLA standards, et puis on trouve une charte informatique et liberté, une charte sécurité, une charte réversibilité. Donc quand même un ensemble de droits qui apparaissent plus ou moins coordonnés, mais dont l'architecture n'est pas du tout évidente à maîtriser. Non, dans les grandes entreprises, c'est un sujet qui est traité. Bon, encore une fois, je reprends l'exemple de Valeo, 30 pays et 30 services juridiques ont jeté un coup d'œil sur le projet. Dernier exemple intéressant, et qui va peut-être préparer d'autres interventions, il y a une petite banque espagnole qui s'appelle la BBVA, 110 000 salariés, qui a aussi migré sur le cloud. C'est 100% de ses utilisateurs. Évidemment qu'ils ne l'ont pas fait sans précaution. Ils ont vraiment négocié le contrat? Ils ont sûrement regardé, négocié, oui. Alors je ne connais pas les détails, mais ils ont sûrement donné le département juridique de la banque a dit « OK ». Moi, je suis en train de travailler, c'est intéressant, avec une université belge. Eh bien, ils ont regardé le contrat anglais et le contrat français pour choisir celui qui leur paraissait le plus raisonnable. Ils ont choisi un des deux. Alors, moi, je pense que c'est important. Ce qui m'inquiète un peu dans la dimension juridique, c'est le problème juridique alibi à la non-migration vers le cloud. Je le rencontre très souvent, les gens, ouais, les données sécurisées, qui est-ce qui est la propriété? Alors, prenons cette question. Prenons cette question. On va commencer. Il y a 4 grandes questions. Qui maîtrise les données? Maîtrise au sens d'accéder aux données, au sens de sécurité, au sens tout simplement de contrôle par les États. Oui. Donc, qui maîtrise ou qui contrôle les données? Ensuite de ça, quelle responsabilité en cas de défaillance? Le réseau peut s'arrêter pendant plusieurs heures. Comment prend-on en compte les arrêts? Ensuite, la réversibilité, bien sûr, c'est un élément important. Et enfin, la sécurité contre la fraude, qu'elle soit intérieure à l'entreprise par les mots de passe ou intérieure au cloud computing ou intérieure au data center. Donc reprenons ces thèmes. D'abord les données. Comment est-on sûr que les données se trouvent bien à un endroit donné? Parce que sur le plan juridique, par exemple,
la localisation des données. On peut dire, mais tout le cloud, c'est peu importe où se trouvent les données. Ce qui compte, c'est qu'elles soient disponibles au moment où on a besoin. Oui, mais si on exporte des données vers des pays autres que l'Union européenne, il faut signer une convention de flux transfrontière. Sinon, c'est une infraction. Donc on ne peut pas dire, moi je mets mes données quelque part entre les mains de l'agence locale française et ensuite, peu m'importe si elles vont sur un data center aux États-Unis ou sur un data center en Inde, peu m'importe sur le plan technique, peu m'importe sur le plan peut-être de la disponibilité, mais sur le plan juridique, à défaut d'une convention d'exportation de données, ce n'est pas possible. Oui, alors c'est compliqué parce qu'en plus en Europe, chaque pays a des règles différentes. La LOPD en Espagne est encore plus compliquée que la loi française, donc c'est très compliqué. Mais il y a quand même une question de fond, de base. Je suis une entreprise internationale. La plupart des grandes entreprises vont sur le cloud. Elles sont présentes dans 40 pays. Alors ça veut dire quoi, localisation des données? Ça voudrait dire que les données Revevol, on est présent dans 15 pays. Ça voudrait dire qu'il faut que j'exige de mon fournisseur que les données du roumain soient en Roumanie, du français en français et de l'espagnol en espagnol. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il me faut des règles internes et il me faut une organisation juridique pour permettre, par rapport aux données qui sont des Européens, de manière plus générale, qui se trouvent en Europe, pour les données personnelles puissent être protégées. Alors, il y a aussi toujours le problème des données personnelles ou des données plus générales. Bon, certains fournisseurs comme Amazon peuvent garantir une raisonnable géolocalisation Europe, Asie, Australie, États-Unis, etc. D'autres le peuvent, d'autres ne le peuvent pas. Ça dépend des cas. Il faut regarder. Mais une des réponses, la question qui m'est posée par tous mes clients, c'est la confidentialité des données. Deuxième thème. Oui. Alors, vous n'avez pas réglé le problème. Si, le premier problème, chez nous, chez Revevol, on est 100% cloud, toutes mes données sont dans le nuage, je dors comme un petit enfant. Oui, génial, tranquille. Oui, sauf que si le petit enfant se retrouve avec des données qui se trouvent à l'extérieur de l'Union européenne sans avoir une convention de flux transfrontière, c'est quand même, je n'ose pas donner le nombre d'années de prison potentielles. Bon, je ne sais pas où sont les données de Revevol dans le cloud. On est sur 10 Il faudra changer ça sur le plan juridique. On a 10 fournisseurs différents, parce qu'on est très œcuménique dans notre analyse, et je ne sais pas où elles sont. Bon, mais... Sur le plan juridique, c'est pas très d'une légalité en tout cas qui mériterait questionnement. Bon, je te ferai appel à des bons et loyaux services dès demain matin. Ok. Mais la vraie question qui est une question de fond, c'est la confidentialité des données. Alors, deuxième thème. Est-ce que le grand méchant Google, le grand méchant Salesforce va lire mes données? Bon. Il n'y a pas que Google. Non, je commence par cette première question. Posons bien. Cette image. Tu as raison. Mais posons bien la question. Donc, c'est confidentialité par rapport à des attaques frauduleuses, confidentialité au sein du data center, au sein de l'offre, et puis confidentialité vis-à-vis des États. On va parler des trois. Donc voilà, trois éléments, c'est simplement pour que tout le monde comprenne la problématique. Le premier, les données d'un fournisseur de cloud, Amazon, Salesforce ou Google, qui veulent les lire. Ce serait suicidaire. Supposons que demain on apprenne que Salesforce a lu mes données. C'est embêtant pour Revevol, c'est mortel pour Salesforce. Donc ils ont 1000 fois plus intérêt que le client final à garantir la confiance de leur client. S'ils perdent la confiance, ils sont morts. Donc ils ne peuvent pas jouer ce truc-là, c'est trop dangereux. C'est leur business qui met par terre. Si oui, mais pourquoi on n'aurait pas de garantie en ce sens? Deuxièmement, garantie. Ils ne les garantissent pas, par exemple, la confidentialité. Ils déclarent en général qu'ils s'engagent à la confidentialité. Oui. Mais on pourrait avoir plus que... Alors, on peut avoir plus, et là, pas plus tard que hier, c'est très récent, nous avons signé un accord avec une société extraordinaire qui s'appelle Cipher Cloud. Cipher Cloud permet aujourd'hui, c'est tout nouveau, de crypter les données avec une clé AES 256 dans le cloud pour le moment de Salesforce et de Google. Ce qui veut dire que les données que j'ai, mes données à moi, ne sont pas lisibles par les administrateurs. Ni par les gens de Google, ni par le grand méchant État américain avec le fameux, comment ça s'appelle, cette fameuse loi là, de protection des données née du 11 septembre, le Patriot Act. Alors, quand quelqu'un ne veut pas aller sur le cloud, à la fin, il me dit Patriot Act. Oui, avec le 256, de toute façon, c'est pas le Patriot Act qui va bloquer ou pas bloquer. C'est quand même très sportif d'y aller. Oui, enfin. C'est quand même plus difficile. Mais laissons les États de côté. De la confidentialité des données est réglé. D'accord. Bon, donc ça, c'est tout crypté à la volée. À la volée, transparent pour l'utilisateur. Performance acquise. Alors, c'est techniquement horriblement compliqué, parce que quand je fais du search sur ma messagerie, en mode crypté, ça marche. C'est quand même pas élémentaire. Les gens qui sont derrière, ce sont des gens qui ont 20 ans de métier dans la sécurité et qui ont développé des produits géniaux. C'est très compliqué à faire, mais on y arrive. Avec des performances raisonnables. On ne voit pratiquement pas la différence.
En plus, comme je suis en HTTPS derrière pour transmettre, c'est transmis en mode sécurisé, c'est crypté à l'arrivée. Bon, et je vais prendre un contre-exemple si tu permets. Il y a une charmante société dont on parle souvent qui s'appelle Wikileaks, qui est en train de publier les 2,5 millions de mails d'un chef d'État très démocratique d'un pays qui s'appelle la Syrie. Okay, et donc ils ont piraté 2,5 millions de mails, qui étaient dans un système interne classique, qu'on appelait un système classique, un genre Exchange au-dessus de l'autre. Bon. Si par malheur, ces données de la Syrie avaient été sur un cloud public, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Ah, je vous l'avais bien dit. Voyez, Google perd ses mails. Comme si un système interne qui perd ses mails, c'est tellement naturel que personne n'en parle même pas. On a vu les problématiques de périmètre géographique et de contrôle des données. On a vu la confidentialité. 2 points nous restent encore à conjuguer sur le plan juridique avec votre réflexion technique, responsabilité et surtout réversibilité. Alors responsabilité, comment fait-on si une partie du service s'arrête? Est-ce que c'est uniquement un mécanisme de pénalité? Faut-il aller vers des bonus-malus? Alors, là aussi, c'est très intéressant parce qu'on est dans un monde économique ouvert et comme la question se pose, il y a des solutions qui naissent. Je vais prendre l'exemple, encore une fois, si Google ou si Amazon perd mes données. Bon, eh bien, il y a une société aussi avec laquelle nous on travaille, qui s'appelle, dont le nom va me revenir, qui est extraordinaire et qui prépare une copie à part des documents que tu traites. Bon. Mais ce qui est assez fascinant dans le papier de cette société, la définition, nombre de données perdues par Google, 0. Nombre de données perdues par l'utilisateur qui a fait une fausse manip, 70%. Donc en fait, on se protège non pas contre la technicité du fournisseur, mais contre les erreurs. Si tu m'envoies un mail et que tu l'effaces et que moi je l'efface, il disparaît. Si j'appelle ensuite le fournisseur en disant « je voudrais le récupérer », mais vous m'avez demandé de l'effacer, je l'ai effacé. S'il ne l'efface pas, tu vas intervenir en disant « vous n'avez pas effacé, vous n'êtes pas bon ». Donc il y a des gens qui proposent ce service. Voilà. Donc on trouve des solutions. Un backup dans le brouillard. Voilà. Et alors deuxièmement, réversibilité, ben là aussi, d'abord, c'est jamais simple la réversibilité, mais on y arrive. Et je ne connais pas d'autres sociétés, encore une fois je vais parler de Google, qui a lancé un truc qui est quand même assez extraordinaire, ça s'appelle le Data Liberation Front, le front de libération des données, on peut le trouver sur le web, et qui dit clairement notre position, signée par Eric Schmidt, le président, tous les outils de Google, on vous fournit les outils Easy In pour y rentrer, Easy Out pour en sortir. J'attends toujours le Oracle Liberation Front, le IBM Liberation Front ou DB2 Liberation Front qui n'existe pas. On est encore plus prisonnier. Donc on est moins prisonnier sur le cloud que dans les systèmes propriétaires. C'est jamais une partie de plaisir. Alors j'aurais une dernière question sur le plan juridique. Faut-il une loi pour le cloud computing selon vous? Ou faut-il laisser au marché l'autorégulation par le droit des contrats? Je pense qu'il faut simplement que les lois existantes soient adaptées au cloud et pas refaire une nouvelle loi, surtout que ça risque de prendre trop de temps par rapport à l'évolution technique. C'est toujours le challenge qu'il y a dans notre métier. Lorsqu'il y a eu la loi sur le fax, plus personne ne faisait des fax. Certes, mais enfin la loi informatique et liberté, 1978, elle est toujours tout aussi pertinente dans le monde entier après 4 technologies. C'est bien, mais ça c'est bien. Une loi générique comme informatique et liberté, ça me va très bien. Nous prenons l'exemple Adopi, qui est un exemple, encore une fois, un peu surprenant, pour ne pas dire des choses méchantes. On s'intéresse au peer-to-peer, et la loi signe, sauf qu'au moment où on fait du peer-to-peer, plus personne ne fait du peer-to-peer, et tous mes enfants font du streaming. Oui, mais je me souviens que vous disiez que quand même, le cloud computing, c'est pour 10 ans, c'est une révolution. Peut-on laisser une révolution sans aucune régulation, autrement que par le marché? C'est une autre façon de poser la question. Non, moi je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des règles, mais moins il y en a, mieux on les respecte. Et je pense que la loi informatique et liberté, ou ses différentes déclinaisons en Allemagne, en France, en Italie ou autre, est une bonne idée. Oui, c'est raisonnable et on est bon dans ce domaine-là, mais le cloud computing, dans sa version actuelle, va être un excellent allié des utilisateurs vis-à-vis de ces lois parce que ce seront des solutions plus sûres qu'avant. Très bien. Merci beaucoup.